Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour parler d'amour, pour parler d'histoire d'amour, mais pas que, puisque je vais vous recommander des livres qui sont pas à proprement parler des romances, puisqu'elles ne sont pas désignées comme des romances, sauf quelques-unes, mais dans lesquelles il y a une histoire d'amour, parce que je ne lis pas énormément de romances, vraiment romances en tout cas dont le genre est indiqué comme tel, mais j'aime beaucoup avoir des petites histoires d'amour dans les livres que je lis, et j'ai fait une petite sélection, je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous les recommander. En tout cas, ce sont des livres que j'aime beaucoup et qui m'ont fait toujours passer de très bons moments. Donc j'espère que ça va vous plaire et on commence tout de suite. Pour commencer, un livre ou plutôt une saga dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois sur la chaîne, c'est bien sûr Les filles au chocolat. Donc le premier tome c'est Cœur cerise, c'est de Cathy Cassidy, publié chez Pocket Jeunesse. Et j'aime beaucoup cette saga, comme je l'ai déjà dit, mais surtout il y a de l'amour, en tout cas des petites romances, puisqu'on suit toute une bande d'adolescents, en tout cas toute une famille, puisque notre héroïne Cherry va devoir déménager avec son père qui s'est trouvé une nouvelle compagne. Mais ce qu'elle va découvrir, c'est que cette compagne a plusieurs filles, donc ils vont tous former une famille recomposée. Mais Cherry va devoir apprendre à connaître ses filles. Sauf que le problème, c'est qu'il y en a une, Oné, qui ne l'aime pas beaucoup. Et son petit ami, Shay, est le nouveau crush, on va dire, de Cherry. Elle est amoureuse de lui. Donc ça commence un peu mal, mais bon, tout va bien se passer, tout va s'améliorer. Et chaque tome, c'est le point de vue d'une des filles en fait de la famille. C'est une saga toute douce, très sympa à lire, qui fait du bien, avec plein de thématiques aussi différentes et très importantes. Une saga jeunesse qui est vraiment très plaisant de lire. Et en fait, je vous en parle parce que donc il y a une histoire d'amour, ça parle d'amour puisque chaque fille va trouver un petit copain, bon, de manière assez différente. Mais voilà, c'est un peu central dans la saga, même si c'est pas que ça, parce que c'est aussi surtout l'amitié et la famille, vraiment la famille, et en fait juste l'évolution des personnages, ces ados qui vivent leur vie en fait, et j'adore, c'est un petit bonbon, une pépite cette saga, donc voilà, c'est parfait pour, pour célébrer l'amour, j'ai envie de dire. Une autre romance très connue, c'est Heartstopper de Alice Oseman. Là, c'est chez Hachette Romans. Donc, c'est une saga de romans graphiques. Il y en a 5 pour l'instant. Ça a même été adapté en série. J'ai pas vu la série, mais j'ai très envie de la regarder. Le 6e tome des romans graphiques sort eh bien, cette année en anglais, je crois. En tout cas en français, je sais pas si on a une date. Mais du coup, c'est l'histoire de Nick et de Charlie, deux garçons qui vont se rencontrer au lycée et qui vont tomber amoureux. J'ai envie de dire tout simplement, mais ce n'est pas que ça, même si là on est vraiment sur leur romance. Mais en fait, ça parle aussi beaucoup de santé mentale, de troubles du comportement alimentaire. Il y a des sujets très très forts, très intenses dans cette saga. Mais c'est traité avec beaucoup de justesse, de sensibilité. C'est magnifique. On les suit tous les deux. Ils s'apprivoisent, ils vont avancer ensemble, ils vont s'aider mutuellement. Et en même temps, on parle de sexualité, on parle de l'avenir, on parle de toutes ces thématiques qui sont universelles et très chères, on va dire, aux adolescents. Donc c'est une saga qui est exceptionnelle, que j'aime énormément, qui fait partie de mes coups de cœur. Les dessins sont magnifiques, donc c'est comme ça un roman graphique. On est sur voilà, des dessins en noir et blanc, mais c'est très très chouette, les personnages sont très attachants, l'autrice est extrêmement talentueuse, c'est plein d'émotions. C'est vraiment la saga qu'il faut lire, parce que c'est pas trop niais non plus, je veux dire, ça reste tout doux et juste humain, réaliste. Donc je vous la recommande pour toutes ces raisons, pour le talent de l'autrice et les personnages aussi, qui sont très très humains à travers cette magnifique histoire dont il est impossible de se lasser. On continue avec les romans qui se passent dans notre monde, les romans young adult contemporains, avec Le syndrome du spaghetti de Marie Vareille, chez Pocket Jeunesse, et ça va être aussi un incroyable coup de cœur. J'ai eu du mal à m'en remettre tellement c'était bien en fait, et je m'attendais tellement pas à aimer autant et surtout à être bouleversée comme j'ai été bouleversée. Petite histoire d'amour entre nos deux personnages principaux, mais encore une fois ce n'est pas que ça, puisque tout démarre avec Léa qui a 16 ans, qui a un talent immense, un rêve à réaliser. Elle est entraînée par son père qui est à la fois son modèle, son meilleur ami et son confident, et elle avance avec confiance vers cet avenir tout tracé. Donc elle veut devenir basketteuse, elle vit pour ça. Et de l'autre côté, on a Anthony qui lui a 17 ans et qui est obligé de faire face à l'absence de son père et au garde à vue de son frère. Lui, il ne rêve plus depuis longtemps. On a l'opposition entre les deux, c'est juste génial. Et ils se sont croisés une fois par hasard, ils n'auraient jamais dû se revoir. Pourtant, lorsque la vie de Léa s'écroule, Anthony est le seul à pouvoir l'aider à se relever. Leur destinée s'en trouve à jamais bouleversée et nous, on s'en trouve à jamais chamboulés avec ce livre
qui est vraiment plein d'émotions. On ne s'en remet pas, mais c'est très très bien écrit avec beaucoup de sensibilité aussi. La plume de l'autrice de Marie Varey est exceptionnelle. J'ai adoré suivre les pensées de Léa, la suivre dans sa vie et suivre en fait ce chamboulement dans son quotidien, et c'est tellement bien écrit qu'on ressent vraiment les choses. J'ai été complètement retournée, mais ce n'est pas que l'obscurité, il y a de la lumière, il y a de l'espoir, et elle va remonter petit à petit. Mais waouh, c'est un livre très très fort dont il faudrait plus parler, qu'il faudrait plus mettre en avant, puisqu'il y a encore des bonnes thématiques. Je peux rien dire parce qu'il ne faut pas spoiler bien ce qu'il se passe, mais c'était une très 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 belle histoire qui marque au plus profond du cœur, que j'avais beaucoup aimé. C'est une histoire extrêmement touchante avec des personnages humains et réalistes. Marie Varey, extrêmement talentueuse, je suis tombée amoureuse de sa plume grâce à ce roman et j'ai hâte de pouvoir la découvrir dans d'autres livres puisque celui-là est une petite pépite. Dans les titres plus connus, on a Nos étoiles contraires de John Green chez Pocket Jeunesse. Vous connaissez sûrement, en tout cas je l'espère. Enfin, c'est un roman incroyable, encore une fois, qui traite d'un sujet très fort aussi, puisqu'on parle de la maladie, on parle du cancer. C'est un livre qui a aussi été adapté en film et j'avais beaucoup aimé le film. Et donc en fait on va suivre Hazel qui a un cancer et qui rencontre eh bien Augustus qui lui aussi a un cancer. Et tous deux vont se rencontrer, vont s'aimer, et c'est pas une histoire qui fait du bien. Si, elle fait du bien, elle est très belle, en même temps elle fait mal, elle fait très mal. Mais il y a toujours ce côté lumineux que j'aime dans ces livres. Et c'était sublime. Le style de John Green, l'ambiance, il y a un côté assez très fluide, très décalé, c'est prenant. On a une belle, on va dire, aventure entre les deux qui vont vouloir réaliser un des rêves de Hazel. C'est sublime, c'est bouleversant. Une histoire d'amour qui touche et qui met les larmes aux yeux, ça c'est sûr. Beaucoup de poésie dans cette histoire. Je ne sais même pas comment expliquer à quel point j'ai aimé ce livre et à quel point il est exceptionnel. Ça ne s'explique pas, encore une fois, ça se ressent. Mais waouh, c'est le genre de livre qui laisse sans voix, qu'il faut lire, encore une fois. Si vous aimez les histoires d'amour qui font pleurer, eh bien ce livre est pour vous, et John Green est un auteur très talentueux. On poursuit avec un autre de mes livres préférés qui n'est autre que Les Astres brilleront toujours de Pauline Bilisari, publié chez Slalom. Un livre que j'ai lu l'année dernière, dont je vous ai déjà parlé, qui est spécial parce que c'est un roman en vers libre, donc ce n'est pas de la narration basique, ce sont des vers, donc il n'y a pas de rime, mais il y a un côté très poétique. C'est ça que j'ai déjà beaucoup aimé avec ce livre, puisque cette forme, ça rend les choses vraiment particulières, originales, mais très marquantes pour l'ambiance qui se dégage, cette poésie. C'est beau, ça renforce aussi toutes les émotions, j'ai l'impression. Et puis Pauline Bilisari est extrêmement talentueuse dans tout ce qui est poésie, donc évidemment ça ne pouvait qu'être un chef-d'œuvre. Et ici on a deux personnages, encore une fois, avec Céleste, donc c'est la dernière année de lycée pour elle, mais elle est asphyxiée par l'angoisse. Il lui est impossible de penser à son avenir, et comme lui, donc le garçon qui est l'autre protagoniste, il est intrigué par l'intensité de cette fille. Mais Céleste, elle repousse sans ménagement tous les gens qui l'approchent de trop près, et ce qu'elle ignore, c'est que le garçon est lui aussi blessé, marqué par la vie et par les autres. Chacun dissimule sa douleur à sa façon, elle est impulsive et explosive, il est doux et empathique, et tous deux sont en train de se perdre, à moins qu'ils n'acceptent de se confier, de s'écouter et peut-être de s'aimer. On a les deux points de vue, c'est un roman à deux voix, qui nous plonge dans le quotidien de ces deux personnages qui vont se rencontrer, s'aider, guérir aussi un peu mutuellement, qui vont nous marquer, encore une fois, pour les thématiques, puisqu'on parle beaucoup de santé mentale. C'est très important, mais c'est écrit avec beaucoup de sensibilité, encore une fois. Toujours les mots justes de Pauline Bilisari, ça se lit mais tellement facilement. C'est beau, c'est si beau, et c'est plein d'émotions. Une très belle histoire, un très beau récit qui chamboule pour sa forme, pour son fond, pour les messages. Encore une fois, un livre dont il ne faut pas passer à côté. Si vous aimez les histoires d'adolescents au lycée qui vivent leur vie, qui rencontrent des obstacles, surmontent des épreuves, j'ai aussi pour vous La nuit où les étoiles sont éteintes chez Albin Michel, de Nin Gorman et Marie Alino. C'est une saga à plusieurs tomes, je n'ai lu que celui-là pour l'instant, et on va suivre en fait un groupe d'amis, et chaque tome est le point de vue d'une des personnes de ce groupe. Et on commence en fait avec Finn,
qui, depuis que sa mère est en prison, pense qu'il ne pourra jamais remonter la pente. Il se laisse sombrer, il tente de s'oublier entre les bras des filles, mais la vie prend parfois des tournants inattendus. Certaines rencontres éclairent sa route comme des lumières dans la nuit. Plus sombre est le chaos, plus belle sera l'étoile. Ce n'est que ça le résumé, mais c'est tout simplement en fait l'histoire de Finn qui va faire une rencontre au lycée, enfin un groupe, qui va rencontrer un groupe d'amis au lycée, et il va être aidé par ce groupe, ils vont avancer ensemble, un peu toujours les mêmes thématiques j'ai l'impression, mais j'aime ces histoires d'amis soudés et de romances qui se glissent, puisqu'il y va y avoir une petite histoire d'amour qui va arriver, mais c'est encore une fois très touchant, très vrai, avec bien du suspense, beaucoup d'émotions, des thématiques très dures, ça fait mal toujours, mais ce sont des belles histoires, c'est une belle histoire qui met en avant l'amitié et le fait qu'on peut remonter la pente. Tous les personnages sont très touchants aussi, c'est des ados, vraiment des ados, ils sont très bien retranscrits, donc j'ai pas été forcément si touchée comparé à d'autres livres, mais j'ai passé un très bon moment de lecture et je serais curieuse de découvrir la suite puisque je me suis quand même attachée au personnage. Donc là on est au lycée, c'est le milieu scolaire, mais pas que, puisqu'on a deux temporalités en fait dans le récit, ce qui est très intéressant et qui rajoute un côté prenant. Bref, c'était très bien construit, très bien amené et voilà, je vous le recommande aussi. Encore une histoire qui se passe dans notre monde, mais ici on est sur totalement autre chose puisqu'on va parler de Tant que fleuriront les citronniers de Zulfa Katou, publié chez Nathan. Alors là, si je vous le recommande, c'est parce qu'il y a une petite romance et qu'on est dans le thème, mais au fond, ce n'est pas pour ça que je vous le recommande, c'est parce qu'on est sur un livre très difficile avec des thématiques très très fortes, mais vraiment, il n'y a pas plus fort, j'ai envie de dire, puisqu'on est sur l'histoire de Salama, qui habite en Syrie, et quand la révolution a commencé là-bas, elle était étudiante en pharmacie à Homs. Elle avait encore une famille, un foyer, un avenir. Mais en quelques mois, Salama a tout perdu. Sa vie est désormais partagée entre son bénévolat à l'hôpital et Layla, sa belle-sœur enceinte, la seule famille qui lui reste. Le cœur de Salama est déchiré. Comment à la fois aider son pays en quête de liberté et mettre Layla à l'abri loin de la violence de la guerre. Puis le monde de Salama est bouleversé quand elle rencontre Kenan. Téléphone au poing, lui se bat avec les images pour montrer au monde ce que le peuple syrien subit. Salama trouvera-t-elle assez de courage pour affronter ses démons et se battre elle aussi, par amour? Waouh, vous voyez, on parle de la guerre, on parle de... Voilà, ce n'est pas un livre qu'on prend à la légère, c'est un livre qui est très dur, très difficile, très réaliste dans l'horreur qu'il dépeint, mais c'est le talent aussi de l'autrice puisqu'on est plongé corps et âme dans cette situation. Et il y a quand même l'amour qui va s'immiscer, comme vous le voyez aussi dans le résumé. Mais au fond, c'est pas forcément ça qui est important. C'est cette guerre, c'est les morts, c'est tout ça qui en fait laisse sans voix, puisqu'on ne réalise pas que dans un sens c'est possible, mais c'est la vérité, c'est écrit avec encore une fois tellement de justesse. C'est un livre qui met vraiment face à une réalité qui heurte, mais pour le bien. Il est nécessaire, il est vraiment nécessaire. C'est un livre à mettre entre toutes les mains. C'était magnifique aussi puisqu'il y a l'amour, il y a la famille, mais voilà, le deuil, la guerre, on est sur des thématiques très variées, aussi dures que légères, mais très bien mêlées. Et puis j'ai été envoûtée par cette histoire aussi, par la plume de l'autrice, mais le fond reste si dur qu'on ne peut pas en fait oublier ce roman. C'est un livre dont il faut parler, qu'il faut recommander, qu'il faut lire, parce qu'il est unique, tout simplement extrêmement profond et riche pour toutes les thématiques et la manière dont les choses sont retranscrites. Donc voilà, c'est vraiment une pépite qui ne s'oublie pas. Autre coup de cœur, autre pépite, autre chef-d'œuvre, c'est Celle que je cherchais de Cassandre Lambert, publié chez Didier Jeunesse. Lui, je vous en avais normalement aussi déjà parlé, je crois que c'est une de mes meilleures lectures de 2024. Et encore une fois, roman young adulte avec des personnages qui sont à la fac, donc milieu scolaire. Et ici on suit Noah qui a 18 ans, qui a un physique d'asperge et absolument aucune aptitude sociale. Il va rentrer à la fac de droit et cette rentrée il la sent mal. Crouler sous les devoirs, galérer financièrement, boire des litres de café et ne pas réussir à s'intégrer, il n'envisage rien d'autre. Jusqu'à Armel, insaisissable, lunatique et fêtarde, elle est tout ce qu'il n'est pas, sauf qu'il en tombe irrémédiablement amoureux. Donc là oui, on est sur une histoire d'amour, à proprement parler, mais c'est une histoire d'amour qui... elle est magnifique. Elle est magnifique tout en étant assez complexe, assez profonde et assez riche,
puisqu'on parle encore une fois de sujets forts avec la maladie mentale, les pensées suicidaires et l'automutilation. Oui, ça donne... c'est pas très joyeux dit comme ça, mais c'est un livre qui marque, auquel j'ai beaucoup repensé après l'avoir fini. C'est un beau petit pavé, mais écrit avec tellement de talent. Je suis admirative, ébahie par le talent de Cassandre Lambert, par sa plume, par ses personnages et juste sa façon de retranscrire la perfection des ados. Enfin, on était vraiment avec eux à la fac, c'était tellement immersif, vraiment tellement immersif. J'ai adoré ça. L'histoire d'amour est très belle tout en étant difficile et tout en étant assez particulière. Mais encore une fois, c'est les personnages qui vont évoluer ensemble. J'ai adoré le suspense, les émotions, tous les personnages. C'était beau, c'était inoubliable. Un livre aussi touchant qui parle donc des études, qui parle de la pression aussi par rapport à l'avenir, qui parle de tout ça, qui est très très rempli en fait finalement. Et c'est un livre qui m'a laissé encore une fois bouche bée, sans voix, qui fait partie de mes livres préférés, qui m'a chamboulée et que je ne pourrai jamais oublier. Donc lui, il faut le lire, et même les autres livres de Cassandre Lambert, mais là c'est parce que voilà, on est sur une romance, une magnifique romance. Et puis le livre est magnifique, voilà, il y a un petit geste-page, bref, ça fait aussi beaucoup, mais bon, c'est pas que ça qui compte, c'est l'intérieur est juste exceptionnel. On ne peut qu'aimer ce roman, on ne peut qu'aimer les personnages, on ne peut qu'accrocher à eux, à leur histoire, donc voilà, il faut le lire. Direction ensuite la saga coup de cœur qui est Inheritance Games de Jennifer Lynn Barnes chez Pocket Jeunesse. Il y a 4 tomes, plus un livre en plus qui regroupe des histoires supplémentaires, plus 2 autres tomes qui sont en fait 2 tomes d'une autre trilogie, mais il faut quand même avoir lu Inheritance Games avant. Et il y a eu un 3e livre sorti il n'y a pas longtemps avec aussi des petites histoires en plus. Bref, c'est une grosse saga, mais je l'aime beaucoup, pas que pour son histoire d'amour, parce que c'est pas du tout que ça. C'est une saga dont je vous ai déjà parlé, qui parle de Avery Grams, qui est une lycéenne sans histoire, sans le sou. Elle rêve d'une bourse d'études pour entrer à l'université, elle est vraiment totalement banale, mais son destin va basculer le jour où Tobias Hawthorne, qui est un célèbre milliardaire, lui lègue sa fortune. Cet argent, il tombe à pic, mais il y a un problème puisque Avery n'a jamais entendu parler de cet homme. Donc elle va apprendre que pour toucher sa part d'héritage, elle doit emménager dans la mystérieuse demeure des Hawthorne, et elle va devoir côtoyer là-bas les 4 petits-fils du défunt, tous aussi insondables que séduisants, ainsi que d'autres membres de la famille, et surtout bien décidés à l'empêcher de subtiliser leur dû. Et happé par un tourbillon de manigances, d'énigmes et de trahisons, Avery va devoir se prêter à un inquiétant jeu de dupes qui pourrait bouleverser sa vie à jamais. Et ce roman, c'est ça, c'est un entremêlement d'énigmes, c'est un Cluedo, un escape game, ce que vous voulez, pour répondre à la question pourquoi ce milliardaire a légué sa fortune à Avery. Mais évidemment, les réponses ne se trouvent pas comme ça. Et ce milliardaire était fan de jeux en tout genre. Ses petits-fils ont beaucoup joué à ce genre d'énigmes. Et donc, elle va être emportée par ce tourbillon d'énigmes. Ce n'est pas que ça, c'est aussi tout l'aspect médiatique avec Avery qui va devenir célèbre tout d'un coup. C'était génial. On est dans un... C'est pas qu'on est dans un autre monde puisqu'on est dans le nôtre, mais il y a ce côté pouvoir, ce côté luxe, ce côté auquel on échappe en étant, on va dire, plutôt banal. Et là, on est vraiment plongé dans cet univers différent. Et j'ai adoré l'ambiance qui est amenée par ça. Avery, en fait, c'est nous, on est comme elle, on découvre les choses au fur et à mesure. Il y a la petite histoire d'amour, puisqu'évidemment les frères ne la laissent pas indifférent, mais il y en a un qui ne va pas la laisser indifférent encore plus que les autres. Donc ça, c'était aussi une petite romance sympathique, mais j'ai beaucoup aimé surtout le côté énigme, le côté recherche, le suspense, le rythme très dynamique avec des chapitres très courts. C'est un livre qui se lit mais très rapidement, enfin c'est un rythme effréné, beaucoup de dynamisme et du suspense. Vraiment, je suis très très fan de cette saga pour son côté addictif et pour tous les rebondissements, les péripéties. On ne s'ennuie pas, on passe par beaucoup d'émotions. C'est un véritable cyclone, j'ai envie de dire, d'événements, de ressentis. Et gros coup de cœur, encore une fois, pour l'atmosphère dont je vous ai parlé. Dans cette grande maison avec des passages secrets, avec des énigmes. On essaye de les résoudre aussi quand il y a des petites devinettes, c'est pas toujours facile, mais j'aime bien ce côté assez immersif et très très haletant. Donc voilà, c'est une très très bonne saga. En tout cas, quand on aime ce genre de roman, et je vous la recommande. Ensuite, on part encore dans autre chose avec Aylmer tous les deux à la fin.
de Adam Silvera et publié chez la collection R. La petite question, c'est que feriez-vous si ne vous restait qu'un jour à vivre? Parce que oui, c'est ça le sujet de ce livre. On est en fait dans un futur, on ne sait pas trop, mais on sait qu'on est dans notre monde, mais il y a une organisation qui a été créée qui s'appelle Deathcast, qui appelle certaines personnes pour leur annoncer quand est-ce qu'ils vont mourir. Et donc on a nos deux personnages, Mathéo et Rufus, qui le 5 septembre, un peu après minuit, vont recevoir ce funeste appel. Ce funeste appel qui dit à chaque fois tout simplement: nous sommes au regret de vous informer que vous allez être frappé par une mort prématurée dans les prochaines 24 heures. Toute l'équipe de Deathcast est sincèrement désolée de vous perdre. Vivez pleinement cette journée, ok? C'est un appel funeste en effet, c'est un appel qui annonce la mort prochaine, mais ils ne savent pas du tout ce qui va se passer. Tout ce qu'ils savent, c'est qu'ils n'ont plus que 24 heures à vivre. Et ces deux-là ne se connaissent pas, mais ils cherchent à se faire un nouvel ami en ce jour final. Heureusement, il existe aussi une appli pour ça, le dernier ami. Et grâce à elle, Rufus et Mathéo vont se rencontrer pour une ultime grande aventure, vivre toute une vie en une journée, et surtout pour nous offrir un récit sublime, poétique, envoûtant, captivant, qui met la vie en avant, qui rend hommage au fait de vivre. Et j'ai adoré ce roman pour ces thématiques, pour l'histoire qui est originale et en même temps très riche et très profonde et qui fait mal, puisque voilà, il reste plus que 24 heures, mais c'était magnifique puisque ces deux personnages vont vouloir vivre, ils vont vouloir vivre des aventures. C'était très beau, très très beau. Et puis la romance qui se dessine entre les deux, ça brise le cœur, c'est sûr, parce qu'on sait comment ça va se terminer. Le titre nous dit qu'ils vont mourir à la fin, mais on ne peut pas s'empêcher d'être emporté par ce récit, de continuer à lire en fait en espérant que les choses vont pouvoir s'arranger. Mais voilà, un vrai coup de cœur, un vrai coup de poing aussi. J'ai été émerveillée, ébahie par ce livre, par son ambiance encore une fois, et toutes les émotions qui sont amenées, et ces deux protagonistes très attachants. Donc voilà, une très très belle lecture. Direction le futur maintenant avec Phobos de Victor Dixon, publié aussi chez la collection R, une de mes sagas préférées, encore une fois. On est ici sur une histoire d'amour dans le sens où on part sur l'idée qu'il y a une télé-réalité qui existe et qui s'appelle le programme Genesis, qui fait en sorte d'amener 6 filles et 6 garçons dans l'espace, mais surtout sur Mars. Donc ces 6 filles et ces garçons, c'est les 6 prétendantes, les 6 prétendants qui auront 6 minutes pour se rencontrer et l'éternité pour s'aimer. Ils veulent tous marquer l'histoire avec un grand H. Et ils sont dans les deux compartiments séparés d'un même vaisseau spatial. Ils ont 6 minutes chaque semaine pour se séduire et se choisir sous l'œil des caméras embarquées. C'est donc le programme Genesis, ils sont les prétendants de cette émission de speed dating la plus folle de l'histoire, destinée à créer la première colonie humaine sur Mars. Notre héroïne, c'est Léonore, elle veut trouver l'amour avec un grand A. Elle est orpheline, elle a 18 ans, elle est l'une des 6 élus. Elle a signé pour la gloire, elle a signé pour l'amour, elle a signé pour un aller sans retour. Et même si le rêve vire au cauchemar, il est trop tard pour regretter. Et en effet, le rêve va virer au cauchemar et il sera trop tard pour regretter. Et nous, lecteurs, on va être emportés par ce thriller spatial haletant qui retourne le cerveau pour tous les rebondissements, pour le suspense, pour le talent de Victor Dixon de nous emmener dans cette aventure qui dépasse tout ce qu'on pourrait imaginer. C'est une belle saga très 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 riche, bien remplie, avec des points de vue différents qui nous emmènent, que ce soit dans l'espace mais aussi sur Terre. Enfin, c'est vraiment très bien amené, très ingénieux, et l'héroïne Léonore est très très attachante. On vit avec elle cette grande aventure qui se révèle époustouflante, et donc l'amour est au rendez-vous puisque chacun va devoir trouver quelqu'un, un prétendant ou une prétendante selon de quel côté on se place. Et voilà, mais c'est pas que ça, puisqu'on parle des médias avec le côté télé-réalité, avec tout ce qui peut être contrôlé, modifié, voilà, c'est pas la réalité. On a encore une fois des messages très forts, et Victor Dixon aborde tout ça avec beaucoup de justesse. Une saga qui tient en haleine et que j'adore, j'aimerais bien relire d'ailleurs, puisque voilà, elle a laissé une marque encore une fois en moi, donc je vous la recommande, et j'ai déjà fait une vidéo dessus d'ailleurs pour en parler un peu plus longuement, mais voilà, c'est une petite pépite. On quitte maintenant la science-fiction pour la mythologie grecque avec Le Chant d'Achille de Madeleine Miller, qui est une histoire d'amour qui met en scène Patrocle et Achille pendant la guerre de Troie. Mais ils sont ici amants, ils vont tomber amoureux, et on va les suivre en fait à travers l'histoire de la guerre de Troie, mais à travers leur amour surtout et l'évolution de leur relation. Et c'est un livre que j'ai beaucoup aimé, qui se lit aussi tout seul, mais qui m'a surtout marqué pour l'ambiance qu'il arrive à créer
et vraiment l'ambiance un peu, en fait je sais pas comment, je ne sais jamais comment expliquer, mais on a vraiment l'impression d'être plongé dans la mythologie, c'est très très immersif, que ce soit au niveau de, je sais pas, de la plume, des descriptions, des détails et de l'ambiance en fait, juste que Madeline Miller arrive à créer. C'est un livre qui est très bien écrit, très bien construit. Ça se lit aussi très bien. Donc j'ai passé un excellent moment. On oublie le monde autour de soi avec ce roman puisqu'on plonge dans les mythologies, on plonge dans la Grèce antique et c'était incroyable, très touchant. Un beau livre aussi poétique avec de belles formulations, de belles phrases qui marquent et que je vous recommande. Et bien, pour l'histoire d'amour qui se passe dans un passé très lointain, mais qui ne manque pas de marquer et d'être aussi sublime que toutes les autres dont je vous ai déjà parlé. L'une de mes plus récentes lectures et l'un de mes plus récents coups de cœur aussi, c'est Le Chant des Voiles de Tiffs, qui est publié en auto-édition. C'est un ouvrage absolument sublime qui m'a énormément plu. Ce n'est pas vraiment de la fantaisie, c'est une uchronie, puisqu'on est ici sur l'histoire de Lucas, qui a toujours rêvé de prendre la mer, de voguer sur l'océan. Elle veut vivre libre, loin de la misère dans laquelle elle a grandi. C'est quelque chose qui l'obsède. Peu importe qu'elle soit une femme, sa détermination est sans limite et elle compte bien prendre la mer. Et donc quand le capitaine de l'Endeavour l'intègre à son équipage en dépit des convenances, Lucas semble toucher son rêve du doigt. Mais passé l'euphorie du départ, la vie à bord se révèle impitoyable. Sous les ordres de l'intransigeant et mystérieux maître coq Axel, Lucas cherche à trouver sa place malgré le sexisme et la superstition légendaire des marins, alors que les véritables raisons de sa présence sur le navire lui échappent encore. Bien déterminée à percer le secret de leur expédition, la jeune mousse découvre rapidement qu'en mer, rien n'est ce qu'il paraît être. Et j'ai adoré ce roman pour déjà l'univers maritime. On n'est pas sur des pirates, mais il y aura des pirates. Je le dis parce que ça, c'est toujours... au début, je pensais que c'était des pirates, mais ça reste génial puisqu'on est voilà, cette épopée maritime très prenante. On va découvrir pourquoi elles sont en mer, quel est le sujet de leur expédition. Et j'ai adoré, c'est très bien construit. C'est un récit qui est vraiment épais, mais très riche. Il se passe énormément de choses, il y a beaucoup de péripéties. Mais j'ai adoré parce que j'ai eu l'impression de vivre mes 30 000 vies aux côtés de Lucas. C'était exceptionnel. J'ai beaucoup aimé dire la plume de l'autrice. Waouh. Et Lucas. L'histoire d'amour, on la devine avec le maître coq mystérieux. Mais c'est une histoire d'amour qui surprend parce qu'elle est, je ne peux rien dire, mais elle est particulière, elle est assez originale dans la manière dont elle est tournée, dont elle est amenée, dont elle se termine aussi. Et j'ai trouvé ça excellent. Je suis déjà fan du travail de Tiff, c'est grâce à ce livre. On ne s'ennuie pas, il y a tellement de rebondissements et c'est très prenant, c'est si bien écrit. Il y a des thématiques fortes avec l'idée du féminisme, puisque Lucas veut sortir de cette vision que tous les marins ils ont avec ces femmes qui ne sont pas considérées comme étant assez douées pour être en mer. Et c'était, encore une fois, traité avec beaucoup de justesse. J'ai tout aimé dans ce livre. Une aventure qui reste en tête et qui se dévore. Donc voilà, c'est de l'auto-édition, mais ça ne change pas le fait que c'est excellent. Je suis très fan. Je n'ai pas les mots, comme toujours, donc lisez Le Chant des Voiles. On peut rester dans l'univers des pirates, puisque j'ai à vous présenter aussi La Carte des Confins de Marie Ripelin, publié chez Pocket Jeunesse. C'est le premier tome, il y en a 4 il me semble. En tout cas, j'ai que les 2 premiers, j'ai lu le 1 et il me tarde de lire le 2, parce que c'est vrai que le 1 s'est terminé par un vrai rebondissement. Et donc ici, on est chez les pirates. Avec Kali, qui est une voleuse hors pair, qui est parvenue à s'emparer d'un compas marin enchanté. L'instrument, il permettrait de trouver la mystérieuse carte des confins, un monde au-delà du nôtre dont personne n'est jamais revenu. Explorer les confins, c'est la certitude d'entrer dans la légende et c'est le désir le plus cher de Blake Jackson, notre autre personnage, qui est lui le jeune capitaine de l'Avalon, le bateau pirate le plus redouté des mers. Prêt à tout pour obtenir ce qu'il veut, Blake va convaincre Kali de l'aider dans sa quête. Devenu compagnon de route, le pirate et la voleuse s'apprivoisent et se dévoilent peu à peu, mais le lourd secret que cache Kali pourrait bien ruiner leur seul espoir de mettre la main sur la fameuse carte et bouleverser à jamais leur existence. Et c'est encore une fois une très belle aventure, plein de rebondissements. J'ai adoré la plume efficace et de l'autrice, les personnages, ça va vite. Il y a les 2 points de vue, il me semble, si je me trompe pas. Et c'était très sympa, oui c'est ça, il y a les 2 points de vue, donc ça rajoute du dynamisme, c'est très rythmé, de la magie, de l'action, de l'amour, même s'ils ne s'entendent pas vraiment au début,
mais c'est ça qui est toujours sympa aussi dans certaines romances. Voilà, un très bon premier tome qui promet pour la suite, puisque la fin laissait planer beaucoup de suspense. Donc j'ai hâte et je vous recommande, si vous aimez l'histoire de pirates, ce récit qui sera parfait pour vous. On poursuit non pas avec les pirates mais avec la fantasy, surtout avec, j'ai envie de dire, les enemies to lovers, puisque Kelly et Blake dans La Carte des Confins ne s'entendent pas vraiment au début. Et j'ai un autre livre qui se base sur le même principe. Là par contre ils sont vraiment ennemis, on peut pas faire plus. C'est bien sûr Le Prince Cruel de Holly Black. C'est une trilogie appelée Le Petit Peuple de l'Air. Il y a aussi d'autres livres rattachés. Enfin bref, c'est aussi une belle saga bien riche. Et ce premier tome avait été une excellente lecture. Toute la saga avait été une excellente lecture. Ça fait partie des premiers livres que j'avais découverts grâce aux réseaux sociaux littéraires. Donc il y a un côté très touchant aussi dans ces livres. Juste par rapport à ma propre expérience. Et ça fait partie aussi des premières vraies sagas de fantasy que j'ai découvertes. Bref, il y a beaucoup de choses à dire avec ce livre et j'avais adoré. Je suis absolument fan de l'univers et surtout de l'ambiance des personnages. Et pas que l'histoire d'amour, encore une fois, puisque on est il y a un côté quand même très politique avec des manigances, avec le pouvoir, avec l'héroïne impulsive et forte qui nous entraîne dans sa grande aventure. Et donc ici on suit Jude. Jude qui a été enlevée au monde des mortels lorsqu'elle n'était qu'une enfant. Elle vit donc maintenant parmi les Fae, des créatures sublimes, immortelles, mais surtout cruelles. Mais être humain à terra Fae, c'est un défi incessant. Et savoir manier l'épée, maîtriser les usages, se protéger des sortilèges, tout cela ne suffit pas, d'autant que Jude s'est fait un ennemi de choix, le prince Cardan, un des héritiers de la couronne. Pour gagner sa place à la cour, appartenir vraiment à cette terre de magie, Jude doit le défier, quelles qu'en soient les conséquences. Et il y en aura des conséquences, mais surtout, eh bien, vous devinez que ce sera forcément Cardan, le fameux Enemies pour le Enemies to Lovers. Mais c'est une romance qui est quand même très bien amenée. Oui, c'est un Enemies to Lovers, mais ça paraît pas sortir de nulle part. J'ai beaucoup aimé l'évolution de cette relation. J'ai beaucoup aimé les dialogues. Il y a de la tension. Il y a ce petit quelque chose dans cet univers qui fait vraiment oublier le monde. C'était tellement prenant, tellement immersif. Et le résumé reste intriguant, mystérieux et assez vague parce que tout va se dessiner au fur et à mesure des tomes. On a, comme je vous l'ai dit, tout ce côté politique et ces enjeux qui vont grandir au fur et à mesure. On ne peut pas imaginer tout ce qui va se passer dans cette saga, mais c'est très prenant et c'est excellent. Donc j'ai aussi admirative de l'imagination de Holly Black, l'univers qu'elle a créé, qui s'étend dans les 3 tomes. C'est très impressionnant et ça se lit mais tout seul. Voilà, une excellente saga de fantasy. Autre trilogie de fantasy qui m'a fascinée du début à la fin et que je n'ai pas pu lâcher, c'est The Prison Healer de Lynette Noni, publié chez Hachette Roman. Et là encore, mais c'était génial, ça fait partie de mes trilogies préférées qui m'ont marqué à jamais. Ici on va sur Kiva qui a été enfermée dans la prison de Zalindov avec son père alors que elle n'est responsable de rien, elle n'a pas de raison d'être dans cette prison. Et en fait c'est une prison réservée aux pires criminels de laquelle personne ne peut ressortir. Elle évolue donc en fait depuis des années dans cette situation sans pouvoir changer grand chose, mais elle est plutôt chanceuse puisqu'elle est guérisseuse, elle a des talents particuliers à ce niveau là, donc c'est elle en fait qui s'occupe de, je crois un peu l'infirmerie de Zalindov, de la prison, et elle aide les prisonniers blessés parce qu'il y a beaucoup de travaux forcés et beaucoup de prisonniers meurent, donc elle échappe un peu à ce destin grâce à ses particularités. Et elle survit depuis ce moment-là, tout en attendant que sa famille vienne l'aider, vienne la sauver, vienne la secourir, puisqu'elle reçoit des messages régulièrement d'eux qui lui annoncent qu'ils vont l'aider. Mais le temps passe et rien ne se passe, et tout va basculer lorsque 2 prisonniers assez particuliers vont atterrir dans la prison. Je ne peux rien dire de plus, mais ça va totalement chambouler l'univers de Kiva, chambouler l'univers de la prison, chambouler le monde, puisqu'on part après sur une trilogie très très riche, avec beaucoup d'événements, beaucoup de péripéties, de la magie, des soirs de pouvoir encore une fois, les royaumes, rois, reines, une quête fascinante et une histoire d'amour touchante qui va vivre des montagnes russes, j'ai envie de dire, parce qu'il y aura beaucoup d'obstacles entre nos 2 personnages. Mais c'était excellent, très très bien construit, amené. L'univers se dévoile au fur et à mesure de la trilogie et c'est captivant. J'ai adoré le personnage de Kiva. Elle traverse beaucoup de choses et on ne peut que vivre avec elle à fond tout ce qu'elle vit. C'était beau, c'était puissant, c'était intense, c'était prenant. C'était une saga exceptionnelle.
extraordinaire et je suis vraiment très heureuse, même je me sens très chanceuse de l'avoir lu parce que c'est exactement le genre de fantasy qui me plaît et surtout le genre de livre qui me rappelle pourquoi j'aime autant la fantasy. Une autre pépite de fantasy, c'est Heartless de Marissa Meyer, publié chez Pocket Jeunesse. Encore une fois, c'est un de mes coups de cœur de 2024, il me semble. Et ici, on est sur une revisite, une réécriture de l'histoire de la Reine de Cœur de Alice au Pays des Merveilles, puisque ce livre va nous expliquer pourquoi elle est devenue la Reine de Cœur. Et c'est une histoire tellement bien imaginée. Je n'ai même pas les mots, j'ai vécu ce livre, je l'ai vécu, je l'ai ressenti, je ne peux pas expliquer à quel point il m'a plu. Et on va suivre donc Catherine qui est donc le prénom de la Reine de Cœur. On va découvrir qu'elle n'a pas toujours été la terrible souveraine d'Alice au Pays des Merveilles. Catherine, avant d'être couronnée, elle rêvait de devenir la plus grande pâtissière du royaume, mais le sort a décidé de lui jouer un vilain tour et le roi de cœur veut absolument l'épouser. Les parents de Catherine sont très ambitieux, ils placent de gros espoirs en cette union, alors que Catherine ne veut pas du tout de cette union. Elle veut vivre librement, aimer celui qui fait battre son cœur, surtout, qui est Badin, le bouffon du roi. Malheureusement, au Pays des Merveilles, où s'entrechoquent magie, folie et monstres, les contes n'ont pas tous une fin heureuse. Et on sait que ça va mal se finir, on sait qu'il n'y aura pas une fin heureuse, mais c'est encore une fois un livre qui tient en haleine jusqu'au bout, puisqu'on veut découvrir ce qu'il s'est passé, comment ça s'est passé. C'est tendu, c'est plein d'action, c'est très prenant, haletant, le rythme est efficace et effréné, mais c'est aussi l'amour entre Badin et Catherine qui se dévoile. C'est l'univers du Pays des Merveilles extrêmement immersif, on est au Pays des Merveilles. L'autrice a eu vraiment ce talent fou de retranscrire parfaitement l'ambiance. J'avais l'impression d'y être, j'étais mais aux anges puisque je ne me rendais pas compte à quel point c'était possible d'être plongée, on va dire, dans ce monde qui n'existe finalement... Oui, qu'à travers le livre de Alice au Pays des Merveilles, mais aussi à travers le dessin animé, à travers les films. Mais là, je l'ai vraiment ressenti. C'était génial. Un roman incroyable qui fait passer par toutes les émotions, qui est assez gros, mais on voit pas les pages passer. Ça défile, tout est là, la folie de l'univers. L'héroïne très attachante aussi. L'histoire d'amour sublime. Même les dialogues, tout était là. J'ai eu un immense coup de cœur pour ce roman et je ne peux même pas expliquer à quel point il m'a laissé sans voix, à part vous le dire là comme ça. Donc voilà, un vrai coup de cœur, une vraie pépite. Donc une histoire d'amour, encore une fois, pas que ça, et c'était incroyable. On termine avec un chef-d'œuvre, avec sûrement un de mes plus gros coups de cœur de toute mon existence, qui n'est autre que Extincta de Victor Dixon. Encore Victor Dixon, mais c'est très différent de Phobos. C'est un livre époustouflant dans absolument tous ses aspects. La flamme brûle plus fort juste avant de s'éteindre. La dernière histoire d'amour s'écrira en lettres de feu. Et l'espèce humaine disparaîtra dans 255 heures. 3 phrases qui peut-être vous donnent envie de vous plonger directement dans le roman. En tout cas, ça l'a fait avec moi. Mais je vais vous en parler un peu plus précisément, évidemment. On est ici sur un livre qui se passe dans notre futur. Mais notre futur a radicalement changé. On n'est pas vraiment sur une dystopie comme on peut l'imaginer avec la technologie renforcée au maximum, des immeubles partout. Et c'est que j'ai trouvé déjà extrêmement ingénieux et intéressant. Parce que donc, voilà, les pires prédictions climatiques se sont réalisées et le grand effondrement a eu lieu et presque toutes les espèces animales se sont éteintes. Les derniers humains se sont réfugiés dans les dernières terres, un archipel rocailleux surgi des glaces où ils survivent dans des cités-royaumes éparses. Accaparés par la lutte pour les maigres ressources, ils ignorent que l'ultime cataclysme est sur le point de balayer ce qu'il reste de l'espèce Homo sapiens. Et on a 2 personnages. Astrea qui est née dans les bas-fonds de Viridienne, qui est la cité-royaume pourrissante envahie d'algues. Elle rêvait de se consacrer tout entière au culte de Terra, mais sa foi vacille le jour où son frère est accusé de sacrilège et condamné à mort. Et Océrian, lui, c'est un prince, il a été élevé derrière les remparts du Castel, il était né pour régner, mais un mystérieux accident lui arrache sa jambe et son honneur, l'écartant à jamais de la ligne de succession. Le destin va jeter ses assoiffés de justice l'un contre l'autre, embrasant leur cœur avant de consumer le monde. Et c'est cette course contre la montre que l'on va découvrir dans ce roman qui est magistral pour son exécution, pour les thématiques, puisque voilà, il y a eu le grand effondrement, parce qu'il y a eu le changement climatique, tout a basculé. C'était très fort et on voit les conséquences. Ils en parlent de toute façon. C'est un livre qui met face à aussi une réalité, qui éveille les consciences tout en nous emportant dans une aventure qui coupe le souffle, dans laquelle tout semble perdu et aussi une histoire d'amour puissante entre ces 2 personnages. Mais c'est aussi un hommage à la vie, à la nature, à la création
aux humains, puisque voilà, il y a des passages très forts dont je me souviens encore alors que j'ai lu ce livre en 2020, si je me trompe pas. Ça reste quand même assez flou pour d'autres passages, mais ce dont je me souviens, c'est que je n'ai pas pu lâcher ce livre une seule seconde. Il m'a emportée, envoûtée. On est plongé dans un autre univers qui finalement est le nôtre, mais dans un futur catastrophique. Et j'ai trouvé Victor Dixon très talentueux et j'ai admiré son travail avec ce roman. Quand je l'ai terminé, je ne savais même plus quoi faire, plus quoi dire. J'ai retourné la dernière page et j'étais juste là, waouh! Donc pour toutes ces raisons, je vous le recommande. Voilà, il n'y a même pas de... Je n'ai pas plus de choses à dire que ça. Il est exceptionnel. Il est exceptionnel et extraordinaire. Magnifique en plus. Mais c'est un livre unique et très 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 riche et surtout profond avec tout ce qui est abordé. Ça ne s'explique pas, encore une fois. Et c'est à cheval entre l'ambiance d'une fantasy finalement avec ses cités-royaumes, avec, je crois, il y a un peu un côté magique, mais c'est pas de la magie, mais bon je peux pas vraiment l'expliquer, avec différents matériaux qui sont utilisés, enfin voilà. C'est pour ça que c'est un livre qui se démarque des autres. Et en plus, comme il a ce message engagé, ça renforce le fait qu'il mérite toute votre attention. Donc lisez Extincta. Voilà pour cette sélection d'histoires d'amour, mais pas que. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous avez pu trouver des livres qui vous intéressent. N'hésitez pas à m'en recommander aussi dans les commentaires. Même vous pouvez me recommander des romances, romances à proprement parler, puisque je n'en ai pas lu beaucoup comme je vous l'ai dit. Bon, il y en a certaines dans la sélection. Je suis encore novice dans ce genre, j'ai envie de dire. Mais c'est toujours sympa d'avoir une histoire d'amour, d'avoir deux personnages qui s'aiment plus que tout. En tout cas, ce que j'aime beaucoup dans les livres dont je vous ai parlé, c'est que il y a tout un contexte, et que ce soit de la fantasy ou même de la science-fiction ou après même des histoires plus contemporaines, il y a toujours des messages aussi très forts. Et j'adore, je me régale avec ce genre de livres. Ce sont des livres que j'ai adorés. J'espère que vous allez les découvrir si ça vous tente. Et sur ce, je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Salut!